Bonjour. Parmi les troubles, on va dire, qui deviennent prégnants à notre époque, le phénomène qu'on appelle de diabésité est l'un des plus marquants. Alors diabésité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire diabète, obésité, c'est-à-dire l'association de ces deux pathologies qui est très commune et qui, vous allez le voir, relève du même tableau, du même terrain. Diabète, obésité, syndrome métabolique, et vous allez voir inflammation sourde, inflammation permanente dans le corps. On parle effectivement d'obésité qui va galopant à notre époque, on parle de syndrome métabolique qui va galopant. C'est-à-dire que les personnes présentent des troubles de la régulation de la glycémie et en même temps sont en surpoids massif. Alors quel peut être le lien finalement entre diabète, obésité? Il est à double entrée, c'est une espèce de ping-pong. D'un côté, on a un état inflammatoire de l'organisme. Et on va voir après qu'est-ce qui est en amont de cet état inflammatoire. On a un état inflammatoire de l'organisme. Or, on sait très bien que l'inflammation, particulièrement au niveau du cerveau, eh bien l'inflammation cause ce qu'on appelle le phénomène de résistance à la leptine. La leptine, c'est une hormone qui est produite par les cellules graisseuses pour dire « stop, on n'en peut plus, on est pleine, n'en rajoutez pas ». Eh bien, quand il y a de l'inflammation au niveau cérébral, on assiste à un phénomène de résistance à la leptine. C'est-à-dire que les cellules graisseuses produisent de la leptine, normalement, quand ça arrive au cerveau, l'hypothalamus n'en prend pas du tout compte. Et on continue à manger, et tout le processus de régulation qui normalement est lié à la leptine, c'est-à-dire minoration de l'appétit, limitation de la prise alimentaire, n'a plus lieu. Donc on continue à manger, on n'est plus limité. Donc ça, c'est le premier phénomène. Ensuite, on sait que l'inflammation conduit à un phénomène de résistance à l'insuline. Résistance à l'insuline au niveau cellulaire, c'est-à-dire que l'état inflammatoire du corps conduit à ce phénomène de résistance à l'insuline. C'est simple, parce que quand il y a inflammation dans le corps, il y a stress. Quand il y a stress, il y a production d'une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol réalise une résistance à la plupart des hormones. Alors que le stress soit externe, lié à un petit chef un peu pervers, lié à des conditions de vie qui sont un petit peu dures, ou que le stress soit interne, c'est-à-dire c'est le feu dans la maison, puis un feu sourd. Pas un feu, je ne parle pas d'inflammation qui est une inflammation manifeste dans laquelle il y a des multiplications bactériennes, il y a des douleurs partout. Non, une espèce d'inflammation chronique, permanente, sourde, à un niveau que l'on ne ressent plus vraiment, on vit avec, et qui pourtant crée un stress métabolique permanent sur l'organisme. Ça cause la résistance à l'insuline. Et alors, la résistance à l'insuline, elle a une particularité, c'est que l'insuline, quand on pense insuline, on pense immédiatement trouble de la glycémie. Mais l'insuline est une hormone qui aide énormément aussi pour le métabolisme graisseux. Et quand on a un phénomène de résistance à l'insuline, il se trouve que la mitochondrie, qui est la centrale énergétique de la cellule, brûle beaucoup plus difficilement les acides gras libres qui sont produits par la digestion. C'est-à-dire qu'on va moins bien brûler les graisses produites issues de la digestion. Donc on voit comment l'inflammation sourde, conduit à l'obésité et au diabète, puisqu'on a parlé de résistance à l'insuline, on a parlé de résistance à la leptine, on a parlé de mauvais brûlage des graisses. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'à l'inverse, l'obésité conduit à l'inflammation. On va dire comment? Les cellules graisseuses, on a longtemps cru que c'était des espèces de sacs inertes, vous savez, qu'il n'y avait pas d'action en tant que telle. Or, on s'est rendu compte relativement récemment que les cellules graisseuses, ce n'est pas des sacs inertes. Ça produit des hormones. Par exemple, on sait que les cellules graisseuses produisent chez les femmes des oestrogènes, chez les hommes aussi. C'est ce qui fait que les hommes qui sont en surpoids commencent à développer des seins. Pourquoi? Parce qu'ils développent des oestrogènes et ils prennent des caractères sexuels secondaires propres à la femme. Les cellules graisseuses, elles ont une particularité aussi, quand la quantité de graisse augmente dans les cellules graisseuses, eh bien, elles vont commencer à produire de l'inflammation. On s'est longtemps demandé pourquoi est-ce qu'il pouvait y avoir ce phénomène. Alors, il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse, moi, qui me paraît la plus crédible, c'est que la prise de masse grasse est un phénomène qu'on appelle l'anabolisme. L'anabolisme, c'est la construction de tissus. L'inflammation est un processus catabolique. Et donc, l'inflammation serait un processus de régulation pour des cellules graisseuses qui commenceraient à prendre trop d'anabolisme, qui commenceraient à trop se construire. L'inflammation catabolise, détruit
consomme les tissus. Et donc on en arrive à une situation où l'obésité, le surpoids, cause l'inflammation. Dire, ok, l'inflammation cause l'obésité cause l'inflammation, effectivement c'est une espèce de cercle vicieux, bah oui c'est le cas, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'une fois qu'on est pris dedans, on a obésité, on a diabète, on a inflammation, et l'un nourrit l'autre, qui nourrit l'un, qui nourrit l'autre. Ok, mais alors, bon, mais c'est quoi la cause première de cette inflammation sourde dans laquelle on vit? Bah, c'est simple, je ne vais pas vous surprendre, il ne va pas y avoir de grandes révélations. C'est, on va dire globalement, notre mode de vie moderne. Notre mode de vie moderne, c'est-à-dire des toxines, des produits toxiques dans notre alimentation, pesticides, fongicides, édulcorants, additifs alimentaires, conservateurs, colorants divers, hein, qui ne sont pas adaptés à notre nutrition. Non, parce que jamais personne n'a considéré, par exemple, que un produit biologique, c'est un produit qui est en carence de pesticides. On est d'accord. Hein. Donc, ça veut bien dire que les pesticides et fongicides ne sont pas nécessaires à l'alimentation humaine. Personne ne pourra défendre qu'ils sont nécessaires. Pourtant, on les trouve dans les aliments. On sait très bien, particulièrement depuis les travaux de M. Serralini, on sait très bien que les cocktails de fongicides, d'insecticides, d'antifongiques qu'on trouve dans les aliments sont particulièrement toxiques, et en particulier quand ils jouent en combinaison entre eux, c'est les packs de fongicides entre eux, on sait qu'ils sont particulièrement toxiques pour le corps. Et ils créent cet état d'inflammation sourde. Alors, ce qui crée aussi l'état d'inflammation sourde, c'est le stress permanent dans lequel nous vivons. Stress externe. Lié à la surstimulation. Tu as le téléphone portable qui sonne ici. C'est l'exemple que je donne souvent en cours. Je dis, mais le stress, c'est pas une mauvaise chose. Il suffit juste qu'il soit compensé, par une bonne dose d'alcalinité. Imagine la situation classique. Tu es en voiture. Donc déjà en voiture, tu dois maîtriser les 3 pédales, le levier de vitesse, le volant, les gens qui arrivent à droite, à gauche, les 3 rétros. Enfin, dire déjà, rien qu'au niveau métabolique, ça demande vraiment une adaptation terrible. Mais en même temps, tu as les gamins qui sont à l'arrière, qui sont en train de se disputer la dernière petite Hot Wheels, parce qu'il y en a un qui veut la verte et il y a l'autre qui veut la bleue. D'accord ? Bon. Déjà, ça t'as tout à gérer. Puis en même temps, il y a ton épouse ou ton mari, selon ton genre, qui te texte au niveau du téléphone portable et qui te dit « Est-ce que tu as pensé à faire les courses ?» et ainsi de suite. Et puis en même temps, tu vois le dossier qui t'a été donné au moment où tu quittais ton boulot. Tu sais très bien que tu vas pas pouvoir le terminer ce soir. Et ton chef le sait très bien que tu vas pas pouvoir le terminer ce soir. Mais simplement, il t'en donne toujours à la dernière minute. Tout ça, c'est stress accumulé. Alors, le truc, c'est si tu arrives chez toi, et qu'il y a ton épouse qui t'attend avec un ukulélé, elle a préparé une table de massage, il y a un jus qui t'attend, un bain chaud, tes enfants arrivent, tu sais, ils t'éventent un petit peu comme Cléopâtre et ainsi de suite, tu vois. Alcalinité maximale, ok, ça fait diminuer le stress. Le problème, c'est que quand tu es arrivé chez toi, ton épouse ou ton mari, il va être aussi crevé que toi, aussi stressé que toi. Les enfants à qui tu donnes du gluten et des produits laitiers, ils sont au taquet. En plus, ils sont passés la journée assis sur des chaises à l'école, ils n'ont qu'une envie, c'est de bouger. Et le stress monte. Notre vie moderne est inappropriée parce que nous sommes soumis à des sollicitations. Le stress, c'est l'adaptation. Nous sommes soumis à des demandes d'adaptation permanentes et trop importantes. S'adapter, c'est une bonne chose, sauf que notre capacité d'adaptation, elle doit être sollicitée à bon escient. Et là, on nous demande de nous adapter en permanence. Et puis le stress. On ne parle pas d'un stress permanent que nous subissons. C'est les grippins qu'on balade dans nos poches, les téléphones portables, les ondes Wi-Fi. On vit en permanence dans une espèce de brouillard électromagnétique, et ça cause un stress cellulaire extrêmement important. La sédentarité aussi est un stress pour le corps. Le fait de ne pas bouger est un stress pour le corps. On a besoin de bouger. Donc tu prends toxines alimentaires, toxines environnementales, stress, sédentarité, tu as les causes de l'inflammation. Mais il y a encore une chose que je voudrais pointer, qui est très importante. C'est que l'une des causes essentielles aussi de cette inflammation, c'est, on a parlé de produits toxiques alimentaires, de produits toxiques chimiques, c'est que ces produits-là sont passés à l'intérieur de ton corps. Oh là là, mais attends, mais moi dès qu'on me dit qu'un produit est passé à l'intérieur du corps, je dis ok, que fait le système immunitaire? Non mais, sérieusement, je suis censé avoir une carapace bactérie. Ah ouais, c'est vrai, non mais les bactéries là, non, effectivement, non, on oublie. Ouais, on oublie. On est censé avoir une carapace, un système immunitaire, un système de protection qui est bactérien et qui nous protège contre tous les agresseurs.
le problème, c'est que ces bactéries, eh bien, ça fait à peu près 50-60 ans qu'on leur tape systématiquement dessus à coups d'antibiotiques, à coups d'antifongiques, à coups d'insecticides. Et cette barrière bactérienne, eh ben, elle n'est plus adéquate. Et on s'est rendu compte que l'altération du microbiote intestinal en particulier conduisait à l'obésité. Je vais regarder quand même, il me semble que le micro, il marche bien le micro? Oui, il marche bien, c'est super. Donc, quitte à raconter mes histoires, autant que ça soit enregistré. Alors je vais vous dire, c'est d'autant plus important qu'on s'est rendu compte d'un phénomène extraordinaire. On prend une souris obèse, on lui transplante le microbiote intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries intestinales d'une souris maigre, et bien la souris obèse devient maigre. On fait l'expérience inverse, on prend le microbiote intestinal d'une souris obèse, on le transfère à une souris maigre, alors à ce moment-là, la souris maigre devient obèse. Et ouais, c'est la porte d'entrée. On avait oublié que à toutes les portes d'entrée de notre organisme, il y a des populations bactériennes qui jouent le rôle de garde. Et bien ce rôle de garde, il n'est plus assuré. Pourquoi? Parce qu'on a fait diminuer de façon notoire la diversité et la quantité de bactéries présentes dans nos intestins et à la surface d'ailleurs de toutes nos muqueuses, à la surface de la peau, à la surface des bronches. Et ce rôle de protection n'est plus assuré. On se retrouve tout nu. On se retrouve tout nu et à la merci de n'importe quel pathogène qui passe. Donc, quand on parle d'obésité, quand on parle de diabésité, de diabète et d'obésité, eh bien, on sait qu'on parle déjà à la cause des causes de ce patrimoine bactérien. D'ailleurs, on a vu que aux États-Unis, par exemple, la grande mode maintenant, alors je ne cache pas que ça peut paraître un petit peu spécial comme pratique, c'est ce qu'on appelle les implants fécaux. Ça consiste à implanter de la matière fécale d'un porteur dit sain, alors avec toutes les discussions et les réflexions qu'on peut avoir à ce sujet-là, qui est vraiment sain, mais à implanter la matière fécale d'un porteur sain dans une personne qui présente des pathologies lourdes au niveau du côlon pour amener une meilleure diversité bactérienne. Et on s'est rendu compte que des conditions comme le diabète, par exemple, disparaissaient complètement. C'est bien la preuve qu'en amont de tous les phénomènes inflammatoires qu'on peut avoir dans le corps, qui causent la résistance à la leptine, qui causent la résistance à l'insuline, qui causent le mauvais métabolisme des acides gras, donc tout ça conduisant à l'obésité qui conduit elle-même à l'inflammation, en amont de tout ça c'est considéré, mais en amont de tout ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la dysbiose du milieu intestinal, le déséquilibre des populations bactériennes altérées par une alimentation qui contient beaucoup trop de produits toxiques, beaucoup trop de fongicides, d'insecticides, par une alimentation qui n'est pas adaptée, qui est acidifiante pour l'organisme, et c'est à ça qu'il faut répondre en premier lieu. Alors, on parle de diabésité, moi j'avais envie de vous dire, le meilleur remède à la diabésité, à l'épidémie de diabète et d'obésité, qu'est-ce que c'est? C'est diminuer le stress, c'est diminuer tous les polluants alimentaires et s'orienter massivement vers une alimentation qui va être anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire parce que ça va nourrir notre biote intestinal, ça va diminuer l'acidité intestinale. Et quand l'acidité intestinale diminue, eh bien, ça modifie réellement la physionomie de nos populations bactériennes, comme le montrait Antoine Béchamp. Nos bactéries, elles sont à l'image de notre terrain, de l'acidité de notre terrain. Et pour ça, il faut s'orienter vers une alimentation fortement anti-inflammatoire, anti-acidifiante, une alimentation alcalinisante. Alors j'avais envie de vous proposer un jus extrêmement alcalinisant, adoucissant pour tout le système digestif, puisque c'est là que ça commence. Après, tous les problèmes inflammatoires, ainsi de suite, ok, c'est une fois que la barrière est passée. Si la barrière, elle est bien solide, elle est bien tenue par des populations bactériennes qui sont riches et diversifiées, il n'y a rien qui passe. Donc au début, il faut commencer au niveau des intestins. Et on en revient sans cesse. La cause des causes, tout commence dans le côlon, tout commence dans les intestins. Alors j'avais envie de vous proposer un petit jus pour répondre à cette épidémie de diabésité. Alors ce jus, vous allez voir, j'ai utilisé des produits extrêmement anti-inflammatoires pour diminuer l'inflammation. Des produits qui vont aider à cicatriser cette muqueuse intestinale, à nourrir véritablement les tissus, parce que tout ce qu'on vous a donné jusqu'à présent, ce sont des produits qui ne nourrissent pas réellement les tissus. Alors j'ai choisi quoi? J'ai choisi, quand on parle d'anti-inflammatoire, bien sûr, le roi, le curcuma. Curcuma anti-inflammatoire magnifique avec cette couleur rouge là qui témoigne de sa richesse en antioxydants. Parfum superbe. Allez, on va en mettre une bonne petite poignée là. On va se faire vraiment un jus anti-inflammatoire majeur qui va agir sur la sphère cérébrale, qui va agir sur tout le corps. Le curcuma est vraiment une plante
incroyable à ce niveau-là. Ensuite, puisqu'on parlait d'inflammation cérébrale, j'ai choisi de l'ananas. Bon, premièrement parce que j'aime beaucoup l'ananas. Deuxièmement, hop. Deuxièmement parce que l'ananas, il contient une enzyme qu'on appelle la bromélaïne, qui est protéolytique et anti-inflammatoire. L'ananas est particulièrement inflammatoire et quand vous le passez en jus, oh là là, ce parfum, surtout quand il est bio, je vous recommande de le passer avec la peau, hein, parce que vous allez profiter de toute la bromélaïne. On va prendre à peu près un demi-ananas. Hop là. Alors, si vous le passez avec la peau, par contre, une petite recommandation, coupez-le finement. Bon là, je vais le passer à l'Angel, donc pas trop de problème. L'Angel, il broie à peu près tout. Mais si vous utilisez d'autres modèles d'extracteurs, attention quand même, parce que la peau est un petit peu dure et peut abîmer les filtres. Donc, allez-y doucement avec ça pour que nos extracteurs durent assez longtemps. Oh là là, c'est parfum. Et en plus, c'est de la dévotion. Je le fais pas pour moi. Je le fais pas pour moi ce jus. Aujourd'hui, c'est jour de jeûne, sec qui plus est. Je vous raconterai cette expérience. J'en suis à mon 20e jour de jeûne sec, 20e sur 40 prévu. Je vous raconterai cette expérience une fois qu'elle sera terminée. Alors, voilà. J'ai un demi-ananas, pas mal de curcuma. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté des magnifiques carottes. Alors les carottes, ne passez pas les fans par contre, parce qu'il n'y a pas vraiment de jus dedans. Et là, ça fait vraiment trop forcer les extracteurs, quelle que soit la catégorie de l'extracteur. La carotte, hein, on voit la couleur. C'est chargé en minéraux, chargé en vitamines. C'est totalement biodisponible. C'est un légume très très facile à utiliser dans les jus. Moi, je l'aime énormément. Et c'est un petit peu un jus de base. Et ça va participer à ce caractère anti-inflammatoire. Alors après, j'ai rajouté, puisqu'on parlait de nourrir les bactéries de notre côlon, j'ai rajouté de la choucroute. Vous savez la fameuse choucroute que j'avais fait dans la vidéo sur la B12, la fameuse choucroute sur la B12, la voilà. La voilà. D'ailleurs, une choucroute au curcuma, ça tombe bien, on va mettre une triple dose et on la passe dans l'extracteur de jus. Ouais, parce que quand tu as tes intestins enflammés, tu te retrouves face à un paradoxe. Il te faut énormément de légumes et de produits anti-inflammatoires, végétaux, mais ça peut être irritant à cause des fibres insolubles. Avec les jus, tu contournes ce problème. Et puis moi, je rajoute un petit peu d'aloe vera, la très bonne aloe vera, un petit peu d'aloe vera parce que pour l'inflammation intestinale, il n'y a pas mieux que l'aloe vera. Alors, je vous remontre comment on la coupe. On la défait comme ça. Moi, je l'avais mise à tremper déjà un petit peu. Hop, on défait comme ça. On pourrait garder la peau. Et on va mettre 2 beaux morceaux d'aloe vera. Bon, là, je la jette parce que j'en ai déjà beaucoup d'avance. L'aloe vera se passe au juicer. On peut la croquer comme ça, mais l'aloe vera se passe aussi au juicer. Voici, avec tout ça, on va avoir un jus anti-inflammatoire absolument extraordinaire. Allez, je vais commencer avec la carotte. Regardez, presser son jus au soleil. Ah, c'est magnifique. Allez, on va presser le curcuma un peu, que je vous le montre comment il passe, parce que cette couleur est somptueuse. Regardez-moi cette couleur orange. Là, on a du pur jus du curcuma. On vous le vend parfois extrêmement cher, le jus du curcuma, extrait dans des bouteilles dans lesquelles il est stérilisé. Là, on a vraiment du pur jus de curcuma, fraîchement extrait, avec toutes ces huiles essentielles. Alors souvent, on me dit, oui, mais il faut de la curcumine pour assimiler, pas de la curcumine, de la pipérine pour assimiler le curcuma. Non, non, attends, si on presse du curcuma frais, tu n'as aucun problème de ce côté-là. Alors il s'agit ensuite d'alterner. L'ananas fait beaucoup de mousse et l'ananas est particulièrement difficile à passer dans les extracteurs de jus. Donc je vous recommande, avec l'Angel on s'en sort pas mal du tout. C'est même l'un des meilleurs extracteurs pour ça, pour faire du jus d'ananas. Mais je vous recommande avant tout d'alterner. Voilà, je mets ma carotte. Voilà, ça va faire un jus mousseux absolument magnifique. Tenez, je passe mon aloe vera. Voilà. Allez, un peu de... Encore une fois. L'aloe vera a tendance un petit peu à faire du gel comme ça. C'est vrai que moi d'habitude je ne la passe pas à l'extracteur de jus. Là c'est un peu une première, là je me suis essayé avec vous. Oh, ça va arriver à passer. Ça fait un peu de gel quand même. Hein.
Ouais, alors finalement, il vaut mieux le passer au blender. Il vaut mieux le rajouter après l'aloe vera. Vous voyez, ça fait ce petit gel. Mais ça va le faire quand même. Allez, je vais passer encore une carotte. Il s'en sort toujours. Il s'en sort toujours. Avec les extracteurs, comme ça, au besoin, si à un moment ça bloque un petit peu, il suffit juste d'attendre un petit peu, d'attendre que les extracteurs dégorgent. Et on arrive à faire passer les produits. Ouais. On ne mettra pas le deuxième morceau. Hein. Je vais éviter les expériences en vidéo. Au moins, vous voyez que c'est du live et c'est du vécu. Allez, je rajoute un peu d'ananas. Oui, il y a tout le gel là qui est comme ça. Voilà. Voilà, comme ça, ça va mieux passer. Hop, allez, il va être temps de mettre un petit peu mes légumes lacto-fermentés. Alors ça, on y pense peu à mettre des légumes lacto-fermentés dans l'extracteur de jus. Et pourtant, moi, je trouve que ça fait un jus vraiment délicieux. Ça ajoute un petit peu d'acidité, hein, puisque les légumes lacto-fermentés sont assez acides. Et ça ajoute un goût, ça fait des contrastes de goût assez amusants. Voilà. Et voilà, on va... Je ne vais même pas tout faire parce que là, on va avoir une quantité de jus qui va être juste hallucinante. Comme c'est pas pour moi, je vais doser, je vais rajouter un peu de curcuma là pour le plaisir. Et une petite carotte. Je crois qu'on va s'arrêter là. L'intérêt, voilà, c'est qu'avec des jus comme ça, vous concentrez, il n'y a pas de concentration, mais par contre, vous amenez une quantité de nutrition directement biodisponible qui est juste incomparable. C'est pour ça que j'aime autant les jus, c'est pour ça que j'aime autant faire des jus au soleil comme ça, profiter vraiment de ces moments de préparation, tranquillement, au soleil. Vraiment, c'est une célébration de tout ce que la nature peut nous apporter. En fait, on a juste oublié ça. On a juste oublié, on a pris un mode de vie qui est totalement anti-naturel. Ça paraît un truisme de dire ça, mais quand je vous cite les causes de l'inflammation qui conduisent à l'obésité et au diabète, au final, qu'est-ce qu'on parle de quoi? On parle de tout ce que la pseudo-modernité, hein, l'époque contemporaine nous a apporté, globalement. Hein. Et malheureusement, il faut se rendre compte que ça nous conduit directement à être non viable physiologiquement parlant. Alors c'est très séduisant, le Wi-Fi, les téléphones portables, et ainsi de suite. Ouais, mais est-ce que c'est adapté à l'humain? Parce que moi aussi, je suis fasciné par ces technologies, pas de problème, hein, je reconnais volontiers. Mais est-ce que c'est adapté à l'humain? Allez hop, on va rajouter 2 belles carottes, et puis on va s'arrêter là, pour ce magnifique jus. Alors normalement on met le couvercle sur le Angel, mais là j'en profite, c'est tellement joli à voir, ça risque d'un peu d'éclabousser, c'est pour ça. Et voilà, ça éclabousse effectivement, je confirme. C'est pour ça qu'il y a le petit couvercle, pour contrecarrer tout ça. Voilà. Et alors avec ça, effectivement, on a une réponse directe à la problématique de l'inflammation. Là où tous les médicaments qu'on nous propose ne sont que des suppresseurs de symptômes et ne vont jamais faire de correction du terrain, là on a véritablement une correction du terrain. Pourquoi? Parce que on a ces légumes lacto-fermentés, on a ces anti-inflammatoires, mais les anti-inflammatoires non pas qui vont bloquer l'inflammation, qui sont anti-inflammatoires parce qu'ils agissent en amont sur le terrain. Et c'est vraiment tout le principe de l'hygiénisme, agir en amont sur le terrain. Regardez-moi toutes ces fibres là qui ont été éliminées. Hop. Et alors ça va être du jus. On va le mélanger un petit peu. Waouh. Regardez-moi ça. Ça, c'est du jus anti-inflammatoire, régulateur de toutes les populations bactériennes dans nos intestins. C'est quand même magnifique de se dire que finalement, la réponse la plus adaptée à des problèmes aussi lourds, a priori, que le diabète ou l'obésité, elle tient simplement dans ces produits-là, des produits de la nature. On va dire, non mais attends, c'est pas sérieux, tu vas pas répondre à des épidémies, littéralement, puisqu'on parle d'épidémies. On fait bien de parler d'épidémies. Hein. Tu vas pas répondre à ces épidémies simplement avec quelques jus de... Eh ben oui. On y répond avec quelques jus de légumes. Parce que revenir à la normalité des fonctionnements du corps humain, c'est la seule chose qu'on ait, s'il n'y a pas de plan B. Et en même temps, c'est le plus efficace que l'on connaisse. Alors je vous souhaite vraiment une bonne régénération. Je vous souhaite vraiment d'aller à la
causes, de comprendre qu'il n'y a pas de toxicité à l'intérieur du corps si la barrière intestinale, les muqueuses de notre organisme, que ce soit la peau, les bronches ou les intestins, sont suffisamment munis et richement dotés des populations bactériennes. Et que c'est ça qu'il faut nourrir, avant tout. Et pour nourrir nos bactéries, qu'est-ce qu'il faut? C'est déjà maintenir une alcalinité propre à ces milieux-là. Arrêter de balancer dans nos intestins en permanence, et donc dans notre bouche, des aliments pro-inflammatoires chargés de pesticides et de fongicides. Parce que ça ne peut pas marcher. On ne peut pas consommer en permanence des produits qui sont antibactériens et s'attendre à avoir des populations bactériennes riches et diversifiées. Comprendre que nous sommes essentiellement bactériens, qu'on a pratiquement 9 fois plus de bactéries dans notre corps que de cellules. On se croit cellulaire. La part humaine, cellulaire, héréditaire est extrêmement faible. Et la part essentielle chez nous est microbienne. C'est ces microbes qu'il faut vouloir nourrir. Et pour sortir de cette situation de diabésité, comme on l'a décrit de plus en plus, y répondre simplement avec des méthodes naturelles liées au bon sens de vivre avec l'environnement dans lequel on vit. Corriger notre environnement, le modifier pour que ce ne soit plus un environnement agressif et antibactérien, mais un environnement pro-bactérien, pro-vie. Bonne régénération.